présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Gilles Leclerc, et donc bonjour, ou plutôt rebonjour à vous Jean-François Copé. Vous avez probablement lu Le Figaro, Les Échos ce matin, et vu se développer la situation un peu dramatique en Espagne, et la bourse qui est un petit peu en train de s'effondrer aussi en France. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la crise que l'on croyait un peu derrière nous est en train de se réinviter dans ce débat présidentiel? Alors évidemment, ça peut avoir deux aspects, un aspect négatif peut-être pour vous, ou un aspect positif, si ça nous ramène à la manière dont le président a géré justement les doubles crises de 2008 ou 2009. D'abord, disons les choses, la crise n'est pas derrière nous. La crise est là, simplement il faut regarder la manière dont chaque pays a organisé sa résistance à cette crise, à la fois à titre individuel et puis dans une dynamique européenne, puisqu'en réalité, ça n'a pas de sens de s'organiser tout seul, c'est toute l'Europe. Bon. Que voulez-vous que je vous dise? Les chiffres parlent clairement. La France a fait partie de ces pays qui s'en sont plutôt mieux sortis. Et je le vois d'ailleurs à travers les derniers résultats que nous avons. Vous avez vu sans doute que il y a eu une très significative réduction du déficit de l'assurance maladie par rapport à l'année dernière. Nous sommes à 8,6 milliards. C'est encore trop, mais c'est 3 milliards de moins. Le déficit budgétaire, nous faisons mieux que prévu, de 0,5 points. Idem sur des situations qui sont plus difficiles. Je pense au pouvoir d'achat. Il est resté positif tout au long du quinquennat et encore l'année dernière. Sur le chômage, certes, c'est toujours trop, mais on voit bien là aussi que l'augmentation du chômage se ralentit. Juste une chose pour vous dire. Et après, à partir de là, il y a deux options. Il y a l'option de François Hollande qui est en clair le déni permanent de cette crise. Regardez le programme de François Hollande, vous l'avez évidemment vu, j'imagine que vous l'avez peut-être interrogé ou ses amis. Il n'y a pas une proposition de réduction de dépenses publiques. Il n'y a pas une réforme structurelle. Pire encore, il dit clairement qu'il ne fait pas du retour à l'équilibre budgétaire et du respect du traité européen une priorité. Voilà, de notre côté, on a une vocation à être très volontariste dans tous ces domaines. Mais je reviens à cette affaire qui est celle justement de l'Espagne et de ce qui se passe actuellement. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que quand on se voyait peut-être tous ensemble il y a 2 mois, vous mettiez tous beaucoup l'accent sur le fait que le président de la République, y compris d'ailleurs certains économistes de gauche le reconnaissaient, avait bien géré la crise, et tout ça maintenant a un peu disparu au profit du débat sur l'islam, sur le permis de conduire, sur des choses qui sont peut-être pas tout à fait fondamentales par rapport à ce qui se passe. Moi, je partage pas tout à fait votre avis. On a toujours parlé de tous les éléments. En même temps, dans une campagne, chaque sujet, évidemment, est traité. On va pas faire l'impasse sur tel ou tel. Mais personne ne pense qu'on a oublié les questions économiques et sociales ou la crise. La vérité, d'ailleurs, n'est pas là. Certes, les bourses ont accusé le coup ces derniers jours, et en particulier hier, mais ne nous mentons pas non plus, il y a derrière ça une réalité. Cette réalité, c'est que la Banque Centrale Européenne est beaucoup intervenue ces dernières semaines, il fallait qu'elle le fasse, c'était indispensable, mais ça vient accompagner des réformes de structure. L'Espagne s'est engagée dans ces réformes de structure, parce qu'après plusieurs années de politique socialiste en Espagne, c'était intenable. La France a eu une politique rigoureusement inverse de celle de l'Espagne. On a plutôt tenu nos comptes publics, on a travaillé à la réindustrialisation de la France. La fiscalité anti-délocalisation que nous venons d'adopter va être un puissant moteur de compétitivité, à condition, bien entendu, que les Français choisissent de continuer ce travail avec Nicolas Sarkozy. Voilà. C'est tout l'enjeu de cette présidentielle. Jean-François Copé, est-ce que vous dramatisez pas un petit peu, on a un peu l'impression en vous écoutant, que si François Hollande gagnait, cela ferait courir un risque pour la France, compte tenu de ce contexte. Ce matin, François Bayrou dit l'enjeu n'est pas uniquement électoral, il est historique. Vous pourriez reprendre cette formule? D'abord, il est clair que, moi, comme beaucoup d'autres, je pense que cette élection est effectivement historique, au sens où les enjeux sont tellement lourds que le choix que feront les Français le 6 mai prochain engagera peut-être encore plus que dans d'autres scrutins présidentiels le destin de notre pays. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est de savoir si oui ou non nous voulons maîtriser le destin de la France. Or, le maîtriser, ça veut dire... vous n'allez pas jusqu'à dire que s'il y a une alternance, ce serait compliqué pour le pays ici? Ou pas? Bien sûr que si. Il n'y a pas de doute là-dessus. Écoutez, quel est l'enjeu, je le répète? Maîtriser l'indépendance de notre pays. Or, qu'est-ce que ça veut dire être indépendant? Ça veut dire être indépendant en matière énergétique, en matière financière et budgétaire, et sur ces deux sujets, le programme de la gauche, porté par François Hollande, c'est renoncement au nucléaire. Il peut nous faire tout le cinéma qu'il veut en nous disant « je ne fermerai que Fessenheim ». Il n'y a aucune raison
de ne fermer Fessenheim, ce qui déjà en soi est un débat complètement fou compte tenu du coût de la fermeture, mais enfin très bien, si on ne fait pas le reste, s'il n'y a pas d'autres critères qu'idéologiques sinon. Bon, si Fessenheim est dangereux, pourquoi les autres ne le sont pas? Elles le sont toutes. Bon, donc en réalité c'est une folie. Ça c'est sur le plan énergétique. Mais de la même manière, l'indépendance financière, c'est l'indépendance vis-à-vis des marchés. On ne peut pas, comme le fait Hollande, fustiger toute la journée l'horrible monde de la finance, pour reprendre sa formule, et de l'autre, ne pas voir que si on a besoin de la finance, comme il dit, c'est tout simplement pour aller refinancer donc une François dette Hollande que nous voulons réduire, là où lui va nécessairement l'accroître, puisqu'il ne réduit pas une dépense publique. Donc François Hollande à l'Élysée, si j'essaye de traduire vos propos, ça serait un risque de perte de souveraineté de la France. C'est un peu ce que vous dites ce matin. Bien entendu, mais c'est tout l'enjeu de cette campagne. Que dit François Hollande? François Hollande dit clairement, je ne vois pas la crise. Je ne vois que des dépenses sociales supplémentaires, des embauches publiques supplémentaires, 60 000 profs dans l'éducation nationale, 150 000 emplois jeunes dans l'administration, et je ne ferai aucune réduction de dépenses. Par contre, j'augmenterai massivement les impôts. Voilà. Écoutez, avec un programme comme celui-là, qui est une gauche à l'ancienne, on est dans le déni total de la réalité de ce qu'il faut faire pour poursuivre la sortie de crise. Est-ce que vous ne faites pas un peu peur, tout simplement, aux électeurs? Écoutez, Gilles Leclerc, on va se parler franchement, si tout ça ne vous fait pas peur, si vous trouvez que tout ça est très très bien, en parfaite cohérence avec ce qui se fait dans les autres pays, écoutez, votez Hollande, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un moment où il faut quand même atterrir. Moi, j'ai rien contre les messages larmoyants d'émotion devant les trémolos utilisés par François Hollande dans ses discours, indépendamment de la haine qu'il exprime à peu près 15 fois par jour contre Nicolas Sarkozy. Enfin, une fois qu'on a dit ça, la réalité des choses, c'est quoi? La réalité des choses, c'est que, indépendamment des hommes, et même des étiquettes politiques, vous avez deux candidats dont le projet est parfaitement identifié. Un Nicolas Sarkozy qui donne les clés pour réindustrialiser le pays, pour réduire nos déficits, pour moderniser la France et pour renouer avec le pouvoir d'achat et la baisse du chômage, le tout dans une Europe qui résiste à la crise, et de l'autre, un François Hollande qui ne fait aucune proposition courageuse en termes de modernisation de nos finances publiques et de notre économie. Très bien, écoutez, on a tout sur la table, qu'on ne vienne pas nous dire, ça me fait sourire quand je dis, on n'en parle plus de la crise. Bien sûr que si on parle de la crise, dans nos meetings, on en parle tout le temps. On dit, oui, mais on ne parle plus des réductions de déficit. Mais bien sûr que si, c'est quelque chose qui est évoqué régulièrement. Donc oui, on a parlé de laïcité, et heureusement qu'on l'a fait. Oui, on a parlé d'immigration, parce qu'on a des idées claires sur le sujet, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs non plus de François Hollande, et que là-dessus, c'est vrai qu'à l'UMP, nous ne céderons pas sur ces points, comme d'ailleurs je suis, comme beaucoup de mes amis, le président de la République en tête, totalement opposé à donner le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers, car on voit bien derrière cela le risque d'un vote communautariste. Enfin, ce sont des sujets absolument majeurs. Mais sur le plan économique, je vous le dis à l'un et à l'autre, attention, il y a un risque majeur d'implosion de notre système économique si on devait par malheur appliquer le programme de François Hollande. Pourquoi disiez-vous hier soir, donc meeting avec beaucoup de gens, Valérie Pécresse, François Baroin, Bruno Le Maire, etc. Le deuxième tour, c'est une autre histoire, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de politologues ou de gens qui s'occupent de sondages qui considèrent qu'on est toujours dans la même logique, c'est-à-dire 53-47. Donc sur quoi vous fondez votre réflexion pour dire que on n'est pas dans la logique des politologues ou des sondeurs, on est dans une logique politique qui ferait... Tout simplement, bon, je vais vous donner mon point de vue là-dessus, j'ai toujours eu un regard très distancié. Parce que ça bouge pas les sondages, on est bien d'accord. Ne dites pas ça. Au premier tour, ils ont beaucoup bougé. Oui, vous voyez, donc c'est déjà pas rien. Bon, écoutez, donc c'est bien que tout ça est quand même assez relatif et contingent. Mais la réflexion sur le second tour, c'est une autre histoire, disiez-vous hier soir. Oui, mais je vous le redis bien volontiers ce matin, j'ai toujours eu un regard très distancié sur les sondages et les commentaires qu'on en fait. Voilà, je vous le dis, j'ai été élevé à l'école chiracienne en une année 1994-1995, où tous les jours, j'entendais s'organiser dans le monde médiatico-sondagier parisien l'enterrement de Jacques Chirac, qui s'est retrouvé en 1994-95 défiant tout ce qui était dit à Paris, avec un peuple français qui n'avait pas envie de se faire confisquer son vote en 1995 et qu'il a élu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Une dynamique tous les jours de la campagne de Nicolas Sarkozy. C'est ça la vague dont parle Nicolas Sarkozy? Mais bien sûr. C'est ça? Vous sentez une vague? Mais bien sûr, mais partout où on organise des réunions, partout où on est sur le terrain, il y a une mobilisation très forte des Français. C'est pour ça que ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que je pense que au fond du fond de la réflexion des citoyens dans cette période si importante de notre histoire politique, les Français, lorsqu'il s'agira de voter, pas de lire un sondage, de voter
prendront la mesure du risque que constituerait la mise en œuvre du programme d'un François Hollande qui change tout le temps d'avis et qui est tenu par des alliances avec les Verts et avec Mélenchon, qui sont des alliances totalement déconnectées des exigences Pourtant, du par moment. exemple, Daniel Cohn-Bendit considère que Mélenchon est votre meilleur allié. Il l'a expliqué hier. Oui. Il l'a expliqué ces dernières heures en se disant finalement, plus il monte, plus ça peut être une sorte Oui, d'allié je objectif. connais ça, c'est du billard à 15 bandes. Je vais vous dire, je n'en sais rien. Ce que je sais en tout cas, c'est que lorsque je vois les discours de François Hollande aujourd'hui, qui montrent très clairement un changement de cap, 3 fois par jour sur chaque sujet, cette capacité qu'a François Hollande de cultiver l'ambiguïté, d'avoir 2, 3 langages différents. Tu sais, j'ai fait un débat avec lui il y a quelques jours, c'était édifiant, édifiant. Donc en réalité, il y a derrière ça une réalité. On a besoin à la tête de notre pays dans cette période d'un homme dont la maturité, la solidité, l'aptitude à gérer les crises est majeure. Et aujourd'hui, seul Nicolas Sarkozy a cette capacité. Il y a une campagne qu'il ne faut évidemment pas nier, mais à partir du moment où on considère que c'est effectivement un programme contre un autre programme et un homme contre un autre homme, finalement, on peut avoir, comme commentateur, comme auditeur de Radio Classique ou de Public Sénat, le sentiment que tout va se jouer lors du fameux débat, ce qui n'a jamais été le cas depuis 1974. Parce que si on prend les mots de François Hollande hier, c'était des attaques assez personnelles, l'arrogance, la suffisance, l'outrance. Vous-même, vous l'aviez traité d'arrogant à une certaine époque. Donc on a l'impression que tout est en train de se cristalliser en une sorte de bataille entre les deux. C'est tout le temps comme ça. Chaque élection présidentielle, au lendemain du premier tour, les choses les plus importantes sont mises sur la table, puisqu'il y a 2 finalistes. Donc, par définition, c'est à ce moment que se cristallise le choix des Français. C'est pour ça que c'était pas le cas en 2007. En 2007, bien sûr que si, c'est toujours pareil. Non, mais en 2007, Nicolas Sarkozy était donné vainqueur depuis le mois de janvier, pratiquement. Non, mais, écoutez, là, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une sorte de autant suspend ton vol et que tout d'un coup, et par les exemple, choses peuvent se vos cristalliser. accents lamartiniens me touchent. Pour une fois qu'une radio est un peu sophistiquée, c'est déjà pas mal. Voilà, dans ces périodes, enfin, disons les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, il y a multiplicité de candidats, des débats qui vont, comme toujours, quand il y a beaucoup de candidats, un petit peu dans tous les sens. Moi, j'invite les Françaises et les Français à bien regarder ce que dit Nicolas Sarkozy d'un côté, François Hollande de l'autre. On peut s'intéresser à M. Poutou, j'ai rien contre personne, qui explique que lui, l'idéal, c'est pas travailler du tout. Il dit la réduction de travail, jusqu'à combien? Si possible, jusqu'à même 0 heure, parce qu'il n'y a pas de raison de travailler, il y a encore du chômage. Bon, merci. Enfin, mettons de côté M. Poutou, et restons quand même dans la logique qui est la nôtre, qui est M. Poutou, qui d'ailleurs appellera certainement à voter François Hollande, ce qui fait un peu sourire, mais donc, encore une fois, le débat central, c'est M. Sarkozy, M. Hollande, avec 2 projets qui sont très différents et dont on voit bien qu'il en est un qui porte en lui les solutions pour s'en sortir, à l'image de l'Allemagne, je parle de Nicolas Sarkozy, et l'autre qui évidemment n'est pas du tout dans ça, qui est même dans le déni de cette crise. Est-ce que vous seriez partisan de plusieurs débats entre les 2 probables finalistes, entre les 2 tours? Écoutez, Nicolas Sarkozy a proposé 2 débats. Bon, ce qui, c'est vrai dans la situation que nous connaissons, et quelque chose qui pourquoi 2? Parce que c'est pas la tradition. Je vois bien qu'on pourrait tout à fait avoir un débat sur les questions intérieures, puis un débat sur les questions internationales. François Hollande, d'ailleurs, est totalement absent des questions internationales. C'est très frappant de voir cela, alors que ce sont des sujets majeurs. Il n'a encore aucune position claire sur l'OTAN. Vous vous souvenez sans doute que sur l'OTAN, il avait défendu la motion de censure socialiste pour que la France ne réintègre pas le 39e comité de l'OTAN, alors que pourtant c'est un élément majeur pour être présent sur les théâtres d'opérations sous mandat de l'ONU. Et puis après, il a dit finalement on va peut-être rester. Et puis après, Mélenchon a dit qu'il était contre. Alors Hollande a dit on ferait une évaluation. Enfin, c'est vous dire l'état d'incertitude dans lequel est Hollande sur ces questions internationales ou de défense. Donc moi je trouve que ce serait pas mal qu'il y ait 2 débats pour bien éclairer les Français sur là encore la vision de chacun des 2 protagonistes. Et dernière question, vous avez peut-être trouvé politicienne, mais il y a beaucoup de gens dans votre camp, et à commencer par Jean-Pierre Raffarin, qui pensent que François Bayrou serait bien utile. Ou vous serez bien utile. Même comme Premier ministre. Non, mais dans le cas de François Bayrou, je crois surtout que là encore, il faudra attendre le lendemain du premier tour pour voir quel est son point de vue, puisque jusqu'à présent, les propos qu'il tient sur le fond sont assez proches de ce que nous défendons, notamment sur la réduction du déficit budgétaire. Mais par contre, les propos qu'il tient sur le président de la République sont assez agressifs. Donc, je crois que tout ça, ça fait partie aussi des propos de campagne. On verra ce qu'il en est au soir du premier tour, au lendemain du premier tour. Voilà. Merci Jean-François Copé d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Gilles, nous nous retrouvons demain, et en tout cas, bonne journée à vous.